Bonjour à tous. Voilà, j'ai l'honneur aujourd'hui d'ouvrir ce webinaire logistique et mobilité durable 2030. Je vois que nous sommes déjà 90 participants présents, c'est super. On va être en principe plus de 200, donc voilà, il y a de l'audience et on est ravis d'avoir autant de personnes, malheureusement, derrière les écrans. Alors, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue au nom du comité d'experts. Nous avons co-construit cette stratégie en 2019 avec tout un comité d'experts. Beaucoup de personnes ont mis euh, leur brain, leur effort, leur réflexion derrière cette stratégie et donc on vous l'expliquera évidemment tout à l'heure dans quelques minutes. Alors, je voulais aussi remercier toutes les entreprises qui prennent du temps aujourd'hui, 2 heures de temps pour pouvoir partager les nouvelles tendances. Alors, c'est pas simple, on le sait, au niveau du marché, vous nous remontez voilà, vos difficultés quotidiennes. Et donc, on voulait du fond du cœur vous remercier de consacrer du temps à la prospective et à l'application des nouvelles tendances qui vont nous occuper pendant une dizaine d'années. Et alors, je voulais dire un petit message spécial à nos membres. Voilà, vous nous manquez, on est derrière les écrans, mais on est là et on se réjouit très très fort de vous revoir physiquement. Alors, je vous passe, maintenant, ça fait quand même 8 mois hein, que vous participez à des webinaires, donc vous connaissez sans doute les règles de bonne pratique. Je les rappelle en bref. Donc, tous les micros des participants sont éteints. Vous avez des questions que vous pouvez poser. Alors, ici, vous voyez là, ce qui est entouré en rouge à votre droite, c'est le module de questions. Donc, les questions sont visibles par tous et nous avons ici 2 modérateurs présents dans la salle qui pourront répondre par écrit à vos questions. Donc, n'hésitez pas d'utiliser ce module. Les présentations vous seront envoyées dans la semaine et le webinaire sera enregistré pour être rediffusé. Le programme, alors on a essayé de rendre ça le plus dynamique possible. On espère que vous allez vous amuser et que le temps va filer. Le programme, un peu théorie évidemment, parce que qui dit stratégie, dit réflexion, et donc on va d'abord vous expliquer le résultat de toute cette réflexion qui va peut-être paraître un petit peu théorique. Mais on a essayé également de mettre en regard beaucoup de pratiques. Donc, premier volet théorique qui sera présenté très rapidement. Et puis, la pratique va être illustrée via des vidéos, une table ronde digitale, des témoignages, des pitchs. Donc voilà, ça va dérouler, ça va défiler. On espère que ça va vous inspirer surtout. Alors, je vais tout de suite passer la parole. C'est parti. Donc, j'ai l'honneur de donner la parole à mon cher directeur général. Donc, voilà Bernard Piette, à toi la parole, Managing Director de Logistics in Wallonia. Donc, à mon tour de vous accueillir, merci beaucoup pour votre participation. Donc, je serai assez bref et assez succinct. Donc, cette stratégie logistique et mobilité 2030, on vous l'a déjà présentée, notamment à l'occasion de notre Assemblée générale en 2019. Ici, donc, on voulait faire un point avec vous sur l'avancement des travaux et aussi sur la raison pour laquelle nous avons organisé cet événement avec différentes activités qui vont permettre de pouvoir illustrer aussi comment la stratégie se met déjà en œuvre à travers les actions concrètes qui vous seront expliquées aujourd'hui. Alors, donc, je vais maintenant vous partager un petit peu donc voilà, alors, la technique, voilà. Donc, j'espère que vous voyez mon écran à présent. Donc, lorsque l'on parle de la logistique et mobilité 2030, en fait, la stratégie est orientée à travers différents piliers. Et ce que nous voulions, c'était aussi considérer la supply chain dans son ensemble et de voir comment nous pourrions travailler sur la supply chain dans son ensemble et pas uniquement sur le transport pour pouvoir faire en sorte que les entreprises puissent activer, puissent apporter leur contribution à un effort, premièrement, d'amélioration de leur performance économique et ensuite d'amélioration de leur performance environnementale.
Vous voyez donc que cette stratégie, elle est axée sur 3 piliers. Alors, le premier pilier de gauche, qui est en fait l'action sur la supply chain comme un levier de compétitivité et de durabilité. L'important ici, c'est vraiment le management de la supply chain qui est au cœur des préoccupations et pour lequel ce que nous souhaitons, c'est développer des projets et des initiatives qui vont montrer comment nous pouvons mieux positionner la supply chain dans l'organisation et comment la dimension de digitalisation et le management des données est effectivement un élément qui permet aussi aux entreprises de pouvoir améliorer les performances. Ensuite, il y a l'action sur les modes et les moyens de transport. Nous le verrons un petit peu plus loin et aussi au cours des présentations. La question du report modal est évidemment centrale, mais aussi la question, et c'est le deuxième volet, la question des moyens de transport alternatifs et ou les motorisations alternatives. Il y a évidemment aussi toute la question des équipements et des bâtiments. Et enfin, le pilier du bas est un pilier sur lequel on peut travailler alors plus en articulation avec le pouvoir public, puisque notre activité est évidemment liée notamment parfois à l'infrastructure, mais liée aussi à des aspects réglementaires et notamment aussi liés à des aspects de données. Et donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, ce sont différents projets qui vous seront présentés et qui alimentent chacun à leur manière les différents piliers de la stratégie. Comme Véronique l'a esquissé, nous n'avons pas réfléchi cette stratégie seule. Ce que nous avons voulu avoir un comité d'experts qui nous entoure, comité d'experts qui a été présidé et qui est toujours d'ailleurs présidé par Yvon Loyart, ancien directeur général du SPOE Mobilité et Voies hydrauliques, et qui donc a animé de main de maître ce comité d'experts associant toute une série d'organisations. Et comme vous voyez, nous avons des organisations aussi qui sortent parfois un peu du réseau traditionnel des organisations avec lesquelles peut-être des acteurs dans le domaine du transport et de la logistique peuvent collaborer. Je pense notamment, par exemple, ici à Novalia, puisqu'il y a aussi la possibilité de pouvoir faire financer toute une série d'innovations. Ici, le fait aussi de travailler avec ce comité d'experts, c'est vraiment pouvoir faciliter l'adhésion des partenaires et de créer les conditions de réussite et pouvoir définir les leviers avec lesquels nous pourrions travailler pour faire en sorte que, soit à travers les activités du pôle, mais aussi à travers les activités d'autres types les entreprises pouvaient apporter une contribution à l'amélioration de leur impact économique et d'une diminution de leur impact environnemental. Alors, quels moyens pour agir? Évidemment, un pôle de compétitivité, avant tout, ce sont des projets collaboratifs, bien évidemment. Donc, des projets collaboratifs qui permettent d'associer des entreprises et des universités dans le cadre donc d'innovations qui sont programmées sur des projets allant de 2 à 3 ans, par exemple. Mais aussi, le pôle a développé maintenant depuis plusieurs années d'autres types de dispositifs tels que les diagnostics 360 supply chain qui permettent de pouvoir faire un bilan et pouvoir évaluer comment une entreprise peut améliorer sa performance. Le programme Lean and Green, évidemment, dont on aura une illustration aujourd'hui que nous mettons en place depuis maintenant 2014, et un nouveau programme que nous avons appelé Multimodal Wallonia, et cela évidemment accompagné aussi de toute une série d'événements tels que les workshops, mais aussi notre volonté, et c'est ce que nous écrivons ici, c'est de non seulement booster l'existant au sein du pôle de compétitivité, mais aussi pouvoir booster les produits des partenaires. Donc, il y a au sein d'autres types d'organisations, j'ai parlé de Novalia, mais aussi le SPOE, par exemple, des dispositifs qui permettent aux entreprises, dans notre domaine d'activité, de pouvoir améliorer et leur performance économique et diminuer leur impact environnemental. Alors, pourquoi agir? Il y a évidemment plusieurs raisons. En fait, le transport représente pour le moment 25% des gaz à effet de serre de la Wallonie. Donc, c'est évidemment une contribution importante. Le transport de marchandises représente 32% de l'ensemble des émissions du transport. Il y a donc effectivement une nécessité d'agir, d'autant plus qu'on doit constater, et malheureusement constater, que ces émissions, au cours des dernières années, continuent à augmenter. Le transport routier représente 84% jusqu'à présent de l'ensemble des tonnes kilomètres et de l'ensemble des volumes transportés. Donc la part du transport routier, le transport routier est évidemment indispensable puisqu'il sait faire ce que d'autres modes de transport ne peuvent pas faire, mais il y a aussi un souci de pouvoir dynamiser les autres modes de transport qui se justifie notamment à travers la vision FAST adoptée par le gouvernement wallon à la fin de l'année 2017. FAST pour fluidité, accessibilité, sûreté, sécurité et transfert modal. La vision FAST voulant notamment diminuer de 7% la part de la route à l'horizon 2030.
Alors, la déclaration de politique régionale du gouvernement wallon est aussi ambitieuse, puisque pour l'ensemble de l'activité de la Wallonie, il y a une volonté de diminuer de 55% les gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990, et aussi, et ça s'aligne assez bien évidemment avec les objectifs européens, de pouvoir être le premier continent neutre en carbone à l'horizon 2050, et donc la Wallonie veut elle aussi être neutre en carbone à l'horizon 2050. Et enfin, et ce n'est pas un petit phénomène, le gouvernement wallon est en train de finaliser pour le moment, et nous nous en réjouissons car nous participons étroitement au processus, la stratégie régionale de mobilité. La stratégie régionale de mobilité qui va vraiment définir un cadre et toute une série d'actions pour pouvoir gérer la mobilité, pour la rendre plus fluide, plus respectueuse dans l'environnement en Wallonie, avec deux volets, un volet sur le transport de personnes et un volet sur le transport de marchandises. Et nous avons des contacts extrêmement étroits avec tant les cabinets que l'administration pour pouvoir voir comment le pôle et les entreprises du pôle peuvent apporter une contribution à la mise en œuvre de cette stratégie régionale de mobilité. Alors, pourquoi agir? C'est simple, parce que comme je l'ai dit dès le départ, la performance économique est avant tout la priorité. Et l'amélioration de la performance environnementale est une résultante aussi de la performance économique. Et grâce à cela, nous pouvons donc nous appuyer sur un réseau de plus de 360 membres qui sont interconnectés les uns aux autres et qui sont en augmentation constante. Alors, Logistique et mobilité durable 2030, nous avons aussi voulu innover de notre côté et avec un concept visuel que vous êtes en train de découvrir avec nous et qui met vraiment l'accent sur la performance. Donc ici, notre vraie préoccupation et la préoccupation centrale, c'est de pouvoir vous aider à travers nos actions et à travers les actions de nos partenaires du comité d'experts à améliorer votre performance économique et à pouvoir aussi impulser les actions innovantes. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui aussi. Nous vous présentons des actions qui sont innovantes, qui sortent un peu de l'ordinaire, de manière à pouvoir aussi vous donner des idées et de pouvoir vous inciter à vous aussi à vous engager et vous aussi à nous solliciter ou solliciter nos partenaires pour pouvoir mettre en œuvre de nouveaux projets, de nouvelles idées, des innovations qui vont permettre de pouvoir diminuer l'impact environnemental tout en améliorant la performance économique. Je ne serai pas plus long. Je vous remercie infiniment en tout cas pour votre présence en cette période chargée, puisque même si nous sommes la plupart du temps en télétravail, l'activité reste quand même intense. Donc je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation et je me réjouis vraiment du déroulement de cette matinée en espérant qu'elle vous inspirera et qu'elle vous incitera à vous mettre en action. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bernard. Alors, j'ai regardé dans les questions et je vais regarder mes modérateurs préférés, mais je ne suis pas sûre qu'il y en a eu beaucoup. Alors voilà, on me fait signe que non, pas de souci, on va pallier à ça. Alors, j'invite ici à la table de partage Karine Nardelotto, qui est Deputy Manager chez nous, donc de chez Logistique Wallonia, et Yvon Loyart, qui est le président du comité d'experts donc qui ont co-construit toute cette stratégie. Voilà, le temps qu'il s'installe, je regarde que tout soit bien en place. Alors, n'hésitez pas, parce que là, je vois qu'une seule personne a posé une question. Donc, les slides seront-ils partagés? Oui, Robert, les slides sont partagés. Donc, comme ça, la question a déjà reçu une réponse. Alors, voilà. Donc, on me fait signe qu'on doit encore un tout petit peu. Voilà, donc je laisse la parole à Karine et Yvon. Voilà, bonjour à tous. Très rapidement, nous avons très peu de temps pour lancer les débats et attendre les présentations. Donc, en tant que président du groupe d'experts, je prends la parole en premier lieu, simplement pour expliquer un peu comment nous avons fonctionné. Donc, ce groupe d'experts a accompagné les démarches de Logistique in Wallonia dès le début. Comme a dit Bernard, c'est un groupe qui a été constitué de la manière la plus large possible, avec aussi bien des représentants du monde de l'administration que du monde académique, du monde du numérique, du monde des entreprises, bien entendu très important, aussi bien par le biais d'associations professionnelles que par exemple par le biais de l'Union wallonne des entreprises, également la représentation de l'IWEPS, qui est très important par rapport au suivi des chiffres, des indicateurs et finalement la connaissance de ce qui existe. Le groupe s'est réuni à partir de février 2019
Il a travaillé avec des groupes de travail spécifiques, donc avec une attention particulière sur les indicateurs, sur les axes de travail déjà définis au préalable par LIWE, Multimodal Wallonia, Lean and Green, etc. Et donc, avec tous ces experts complémentaires, nous sommes arrivés à la définition de ce plan logistique et mobilité durable 2030 avec ses différentes facettes qui s'intègrent, comme a dit Bernard, dans la stratégie régionale de mobilité volet marchandises. Je laisse Karine continuer. Que pourrais-je encore ajouter? Donc, on ne peut que se réjouir de plusieurs choses. D'une part, que cette stratégie ait pu être mise en place avec autant de partenaires autour de la table. D'autre part, que on prenne la fonction logistique en considération dans son ensemble, donc à la fois dans sa dimension transport, mais également dans sa fonction logistique, ce qui veut dire que on s'adresse bien sûr aux entreprises de transport et de logistique au sens propre, mais également à l'ensemble des activités économiques et autres. Et donc, je me réjouis qu'aujourd'hui, on puisse vous montrer déjà quelques résultats qui ont pu être engrangés ces derniers mois avec les entreprises. Bon séminaire. Merci beaucoup. Alors, Karine et Yvon, restez peut-être encore juste une minute. Je crois qu'on a encore je regarde il y a du temps, on a encore un tout petit peu de temps. Super. Alors, je vais peut-être vous poser une petite question à Karine et Yvon. Si moi, je suis une entreprise, je me dis, mon Dieu, quel enjeu, il y a vraiment plein de boulot. On a vu, Bernard a présenté les piliers et les tonnes de CO2 à aller chercher. Qu'est-ce que je peux faire moi en tant qu'entreprise? Par quoi commencer? Si je veux faire quelque chose, il y a évidemment pas mal d'entreprises qui ont déjà fait la démarche, je vais dire, mais il y en a d'autres qui ne se sont pas encore engagées du tout. Et donc, si on avait 2-3 petits conseils en toute humilité à donner, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Par quoi je commence si, en tant qu'entreprise, j'ai envie de m'engager dans cette logistique et mobilité durable? Ce que je vais répondre ne concerne peut-être pas la totalité des entreprises, mais peut-être certaines. C'est d'abord, puisqu'on parle ici de l'activité logistique des entreprises, pas de l'activité économique dans sa totalité, c'est de voir si la supply chain est bien connue, bien positionnée, et alors comment on peut la maîtriser au sein de l'entreprise. Et donc, on peut commencer, par exemple, chez nous, par un diagnostic de maturité logistique. Alors, on se rend compte que après, pour mieux manager la logistique au sein de l'entreprise et pour l'optimiser, pour la verdir, ce qui est vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui, ça ne peut pas se passer à l'heure actuelle sans envisager une digitalisation, donc une collecte de données, une gestion des données au sein de l'entreprise et une exploitation des données. Donc ça nous paraît, de notre petite expérience, des contacts qu'on a avec les entreprises, vraiment fondamental. Donc d'abord, est-ce que ma supply chain existe bien, est bien positionnée? Ma gestion de données, comment puis-je l'améliorer? Comment puis-je mieux exploiter les données qui en ressortent? Et enfin alors, se dire là, je peux vraiment commencer à gagner en efficience, mais également en verdissement, ou comme on peut l'appeler. Alors pour tout ça, évidemment, il y a des choses qui existent au sein de Logistique Sino-Wallonia, mais également au sein de nombreux partenaires en région wallonne. Et d'une part, il y a des produits qui existent, comme je viens de l'évoquer, mais il y a aussi pas mal de choses où on peut encore innover. Et là, je peux aussi vous donner rendez-vous avec l'équipe si vous avez des idées. Je pense que ça viendra à l'ordre du jour aujourd'hui également. Merci beaucoup. Alors, merci Karine et Yvon. J'invite les entreprises qui sont restées fort timides pour l'instant à utiliser le module question. Donc, voilà, Karine et Yvon sont toujours là, évidemment, durant tout le webinaire pour y répondre par écrit. Et les questions qui seraient restées sans réponse, nous y répondrons dans la semaine. Donc, on trace tout, évidemment, hein. On a parlé de digitalisation et de traçabilité. Le digital permet cette valeur ajoutée. Voilà. Alors, eh ben on va jouer maintenant. Vous êtes toujours réveillés? J'espère, je ne vous vois pas, mais en tout cas, on va jouer. Je vous ai parlé de sondage. Il va y en avoir 4 durant ce webinaire. Donc, on va jouer avec le premier. Donc, c'est juste pour que vous puissiez vous entraîner. Mais aussi, ce petit sondage va permettre de se rendre compte de qui est dans la salle. Alors, je regarde la technique pour voir si c'est OK. On me dit que le sondage est bien lancé. Alors, qui est dans la salle? Alors, il y a
plusieurs réponses, mais vous ne pouvez répondre qu'une seule fois. Donc, industrie, entreprise, transporteur, logisticien, etc. Alors, vous êtes peut-être aussi acteur politique ou faites partie d'une administration. Vous êtes peut-être au sein d'une université ou une haute école. Vous faites partie d'une fédération, d'un cluster, d'un pôle, d'une association ou autre. Alors, je sais qu'il y avait des étudiants qui nous suivaient, donc salut les étudiants, on espère que vous allez bien. Vous ne cochez pas université ou hautes écoles, puisque là, on essayait d'identifier le volet recherche. Donc, je vous invite à cocher autre. Voilà, alors je vais peut-être demander. Alors, je regarde combien on est. On est 150, comme ça vous avez une idée au moins de qui est là. 144 pour être exact. Donc, on est 144 à répondre. Et voilà, je vais peut-être demander à Baptiste d'afficher les résultats des sondages. Donc, on va clôturer le sondage maintenant, ça y est. Est-ce que c'est partagé? OK, on me dit que oui, super. Alors, donc, on est 35% d'industrie. Je suis super contente parce que c'est le volet opérationnel et le volet entreprise qui nous écoute. Super. Donc, on est 35%. Il y a 17% d'acteurs politiques et administration. Je suis sûre qu'il y a des experts qui font partie du comité d'experts qui sont là et qui nous regardent. 17% des universités, 15% des fédérations cluster. Donc, vous voyez, j'aime beaucoup cette répartition parce qu'en fait, ça illustre bien le fait qu'on doit travailler tous ensemble. En fait, hein. Vous avez vu dans les slides que Bernard a partagés, on a un peu besoin de tout le monde pour pouvoir y arriver à ce gros challenge. Et donc, voilà, je vois que déjà le sujet intéresse a priori tous les secteurs qu'ils doivent s'impliquer dans cette nouvelle stratégie. Donc, c'est super. Voilà, 82% de vote. On termine ce sondage. Je suppose que vous avez compris comment ça fonctionnait. Et alors, là, vous aviez le choix pour un choix unique. Nous ferons des sondages ensuite où vous auriez des choix multiples, mais je vous le rappellerai. Alors, ben voilà, on a fini la partie théorique. Donc, on va essayer par, je vous avais dit, des vidéos, des pitchs, des témoignages d'entreprise, d'illustrer ce qui vient de vous être présenté. Donc, on y va tout de suite. On y va en vidéo. On va vous partager une petite vidéo de l'innovation. Alors, pourquoi est-ce qu'on va maintenant aborder tout un volet? Donc, vous allez avoir 3 volets au niveau des exemples dans ce séminaire. On va avoir un volet qui va essayer de vous montrer en quoi l'innovation peut contribuer à cette stratégie. On va présenter ce volet-ci maintenant. Ensuite, on vous présentera un volet mode et moyens de transport et puis un volet digitalisation. Donc ça, c'est la suite du programme. Maintenant, on est parti pour environ une vingtaine de minutes où on va illustrer en vidéo et en table ronde comment l'innovation peut s'intégrer dans cette stratégie logistique et mobilité durable. Et donc, on démarre par une petite vidéo. C'est parti, Baptiste. CPSET is an open innovation platform in Wallonia centered on cyber-physical systems, or CPS. In CPS, cyber components like software and physical components like cars, objects, and infrastructure are intricately combined. This makes the physical objects more intelligent and more connected. It enables new systems like industrial management, autonomous vehicles, transportation systems, and smart grids. The founding members of CPSET are major industrial players in Belgium and represent the 4 main transportation sectors. ASIN for automotive, Alstom for multimodal, Sonica for aerospace, and Thales Alenia Space for satellites. These 4 giants of industry are joined by 2 research centres, CETIC, the Centre of Excellence in Information and Communication Technologies, and CENERO, an applied research centre that is mainly active in aeronautical design. Together,
we are building the cyber-physical systems of the future. By making industry and transportation more intelligent and more connected, we can improve efficiencies, thereby reducing emissions and reducing costs. Founded in 2018, CPSET has already achieved some great results. The Viaduct project, led by ASIN, is developing user acceptance of autonomous vehicles by improving the customer experience and the human-machine interface. The Mascot project, led by Alstom, is developing the next generation of train power converters using efficient cyber-physical systems to reduce the need for costly copper cables. The Cyrus project, led by Guardis, is developing a cybersecurity test platform for connected cyber-physical systems, including automotive, rail, and drones. The CPSET platform has also organized professional training in power electronics and embedded critical systems, and created 2 university chairs working on the challenges of tomorrow. And we are always looking for new members and new challenges. Do you have challenges that you want to solve or solutions that you want to promote in the CPSET domains of power electronics, critical embedded systems, and mobility? Then why not join us at CPSET? Let's work together and learn together to win together. For more information on how to get involved, please contact us. Alors voilà, CPSET. Alors qu'est-ce que c'est que cette affaire? On va en parler tout de suite. J'espère que la vidéo vous a déjà un petit peu montré le contexte. Alors vous voyez qu'il y a déjà des grands qui se sont associés avec plein d'autres parties pour pouvoir créer cette plateforme. Mais je voulais juste attirer votre attention aussi en disant, c'est pas que pour les grands. Il y a aussi, donc il y a les grands derrière l'initiative, mais ça va bénéficier et ça peut bénéficier à plein de TPE et de petites entreprises. Alors, il va y avoir, on espère, beaucoup de valeur ajoutée derrière cette plateforme. On va essayer de partager tout ça lors d'une table ronde, et donc j'ai le plaisir de présenter qui va faire partie de cette table ronde. Alors, je regarde que tout ça est bien affiché, c'est parfait. Et donc, c'est Anne-Stéphanie, ma collègue, Innovation Manager, qui va modérer ce débat, cette table ronde digitale. Nous avons invité sur le plateau digital Axel Leguet. Alors, excusez-moi. Voilà, un petit problème technique. Nous avons invité Axel Leguet, qui est professeur à l'UC Louvain. Nous avons invité Jérôme Wertz de chez Phasia, qui est CEO. Nous avons également invité Christian Mack de chez Guardis, qui est cofondateur associé et COO. Et nous travaillons en étroite collaboration avec nos cousins des pôles de compétitivité. Donc, nous avons également invité le pôle Mécatech, et c'est Karsten Engel, qui est Business Development et Innovative Projects Manager, qui participe à cette table. Alors, je vois que Jérôme, Axel, Karsten sont arrivés, Anne-Sté aussi. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les participants qui sont derrière leurs écrans pour ce 10e anniversaire de l'Innovation Pitch qu'on organise avec nos partenaires et qui nous ont accompagnés pendant toute l'année, bien avant dans le comité d'experts. On a quelques minutes, pas tellement, alors je vais aller droit aux questions. On a autour de la table des acteurs qui ont collaboré de près ou de moins près avec toute une série d'entreprises de la plateforme CP7. Alors, je vais commencer peut-être par celui qui collabore, qui est peut-être le moins près de la plateforme CP7, c'est celui qui représente la société Phasia, donc Jérôme Wertz. Aujourd'hui, Phasia est en collaboration avec Eishin, on l'a vu tout à l'heure, notamment sur les aspects liés à l'automobile. Et alors, moi, j'aimerais bien savoir quel est l'intérêt de Phasia. Qu'est-ce que cette société peut avoir comme intérêt de se rapprocher des activités de
transport et de mobilité de la plateforme CP7 et qu'est-ce que ça peut avoir comme plus-value, surtout d'être lié à une plateforme. Oui, donc ce qu'on a vu effectivement, c'est que cette plateforme adresse différents types de mobilité, différents moyens de transport. Mais il faut savoir que chez Fazia, on développe des solutions qui permettent de mieux comprendre la manière dont interagissent des opérateurs, que ce soit le conducteur d'une voiture ou un pilote d'avion, avec les machines et l'environnement. Et donc, on est multi-marché, multi-application, mais il y a vraiment un dénominateur commun sur tous ces modes de transport, c'est le conducteur ou le pilote ou l'opérateur de train. Et donc, en combinant une approche multimodale comme celle de CP7, on peut travailler de manière plus efficace avec les différents acteurs pour développer des solutions qui sont au final assez similaires pour chacun des marchés. Donc, on peut développer directement plusieurs use cases sur les différents marchés à partir de la même technologie, la même solution. Alors, merci Jérôme pour ces précisions qui permettent effectivement de donner plus d'informations sur la plus-value que ça peut avoir de collaborer avec un partenaire en particulier, parce qu'on n'est pas obligé d'être directement lié à la plateforme CP7, mais certaines PME, et Christian nous a rejoint, ont des projets qui font directement partie, qui sont directement intégrés à la plateforme CP7. Alors, j'ai une question pour Christian. D'abord, c'est quoi ce projet de la plateforme CP7 et surtout, comment est-ce qu'une PME liégeoise active dans la sécurité logicielle se retrouve porteur de projet? Ce n'est pas juste partenaire, mais c'est porteur de projet, d'un projet dans le cadre de la plateforme CP7. Donc, le projet Cirrus, c'est un projet qui tente d'adresser une problématique pour l'ensemble des systèmes cyberphysiques, notamment portés par Alstom avec un train, par exemple, un train qui est un système physique, mais qui est souvent commandé par une partie cyber. Et tous ces systèmes cyberphysiques vont être de plus en plus connectés et donc de plus en plus à portée de hackers, de problématiques liées à la cybersécurité. Et donc ici, l'idée derrière le projet Cirrus, c'est de rassembler un certain nombre de partenaires du monde du cyberphysique, notamment Alstom, AW Europe et Aelix, donc pour adresser la partie drone, la partie voiture et la partie train, par exemple, et développer un certain nombre de tests et des bancs de tests en termes de cybersécurité, avec l'aide aussi de l'UC Louvain pour toute une partie d'intelligence artificielle, deep learning, et d'avoir à terme au niveau de la Belgique, en tout cas de la région wallonne, un centre de tests indépendants de cybersécurité pour systèmes cyberphysiques. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé là-dedans? Nous, on est actif dans la cybersécurité depuis maintenant une quinzaine d'années. On a collaboré dans plusieurs projets pôles, notamment Logistique in Wallonia. On collabore beaucoup aussi avec le CETIC, qui est une partie prenante aussi du projet. Et donc ici, arrivé dans ce projet-là dont la genèse vient des industriels, Alstom notamment, il semblait relativement évident que c'était plutôt un acteur comme nous de pouvoir exploiter par la suite ce centre de cybersécurité pour qu'il soit notamment indépendant et qu'il puisse avoir un rayonnement plus international que juste porté par un des acteurs industriels qui, évidemment, en aura une primauté à l'usage, mais ce sera ici un centre qui se veut ouvert. Et donc nous, évidemment, ça ne se posait pas trop la question de savoir si on était partant ou pas, parce que d'une part, il y a cette opportunité-là de ce centre de test, et il y a d'autre part, voilà, l'accès à des partenaires comme Alstom, comme AW Europe, ou même de la compétence au CETIC ou à l'UC Louvain, qui nous permettrait, nous, voilà, d'exploiter notre expertise et éventuellement d'accrocher des marchés qui nous sont encore difficiles d'accès. Alors, merci Christian pour ces précisions. On a envie d'insister ici dans le projet Cirrus, le projet dont tu nous parles,
On comprend tous les aspects véhicules, donc tu as parlé des drones, des trains, du ferroviaire, en tout cas avec Alstom, et de la partie automobile. Mais on comprend aussi que les aspects cyberphysiques peuvent être assez importants pour tout ce qui concerne les infrastructures, puisqu'on va être de plus en plus connectés, on va avoir de plus en plus de liens entre tout ce qui est finalement physique, de sécurité des personnes au niveau des infrastructures ou des villes. Et toutes ces villes connectées, ces smart cities et ces infrastructures de plus en plus connectées. Donc, clairement, ça va être une thématique qui, dans notre domaine, va prendre de plus en plus d'ampleur. Alors, je vais faire directement le lien avec Lucien Louvain pour justement demander quel type de collaboration la plateforme CP7 entretient avec les universités et surtout quelle est la plus-value de cette collaboration pour les étudiants, pour les universités et pour les autres entreprises qui ne sont pas membres de la plateforme. On m'entend bien, j'espère? Oui. Bon. Alors, la collaboration pour l'UC Louvain se fait au sein de projets que l'on monte en commun avec les membres de la plateforme et aussi par l'intermédiaire de chaires, puisqu'il y a 2 chaires qui sont proposées au sein de cette plateforme, dont une sur les systèmes embarqués qui se trouvera à l'UC Louvain. Pour nous, c'est quelque chose d'important parce que les recherches qui sont menées chez CP7, en fait, sont des recherches où l'université et l'entreprise se touchent. C'est-à-dire qu'il y a souvent une certaine distance entre les recherches universitaires très en amont et des recherches industrielles plutôt en aval et plus proches de la réalité. Mais pour tous les domaines que sont la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la mobilité, en fait, ces distances se réduisent et donc l'université et l'entreprise ont besoin de travailler ensemble. Et pour l'université, principalement, on a besoin d'avoir des cas d'études concrets et de parler avec les acteurs de terrain pour ne pas mener une recherche qui, en fait, n'aura aucune applicabilité. Donc, c'est pour ça que la plateforme CP7 nous est très chère. Alors, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus au sein des universités dans ce domaine. Évidemment, j'encourage toutes les entreprises à essayer de rejoindre cette plateforme et à monter des partenariats avec les universités. On est très demandeurs de ça. Voilà. Merci Axel. On comprend effectivement que la plus-value par l'enseignement, la formation et la recherche, même si ça se fait au travers d'un projet ou d'une relation avec CP7, peut bénéficie finalement à toutes les entreprises, à tous les autres partenaires dans la thématique qui s'adresse aux différentes universités wallonnes. Alors, last but not least, la dernière question pour notre confrère Paul, pour le pôle Mécatech, avec lequel on participe à la plateforme CP7, donc Mécatech Logistique Wallonia et le pôle Skywin. Aujourd'hui, est-ce que, Karsten, tu peux nous expliquer quel est le rôle des 3 pôles dans cette plateforme et surtout, quelle plus-value pour les autres entreprises la présence de ces 3 pôles peut avoir la présence de ces 3 pôles au sein de la plateforme peut avoir. Merci. Merci pour ta question, cher collègue. Donc, je répondrai qu'en fait, donc les 3 pôles constituent une réelle force pour les entreprises ici, vu qu'elles combinent en fait différents acteurs qui viennent de leur écosystème, qui leur sont propres. Donc, ce sont 3 pôles finalement qui sont très différents. Qui sont des pôles de marché. Mécatech, à différence, c'est plutôt un pôle de technologie, même si on est issu de l'industrie mécanique. Et donc, finalement, la combinaison de ces différences fait une vraie force pour ces entreprises. On ne fait que appliquer ce qu'on fait déjà pour nos membres et pour nos différents écosystèmes, c'est-à-dire qu'on accompagne et on permet aux entreprises d'avoir accès, ou un plus grand accès encore à une autre innovation ou à l'innovation au sens général. Donc chacun avec nos activités, nos provenances très différentes. Et donc ce qu'on fait au travers de cette relation entre les 3 pôles, c'est de tout simplement créer un croisement entre nos différentes compétences afin de multiplier les impacts dans les projets, mais aussi pour les différentes entreprises. Donc ce qui leur permettra de faire émerger leurs idées ou des nouveaux projets, même si dans certains projets ils sont déjà en relation, mais le clustering, j'ai envie de dire, ou le croisement entre ces 3 pôles permet à une entreprise qui vient de l'aérospatiale ou de la logistique tout simplement de trouver une entreprise qui se retrouverait dans le développement de capteurs, qui était ici peut-être de la mécanique robotique ou autre. Donc c'est vraiment créer une réelle force
permet de faire avancer les industriels et donc de les maintenir compétitifs en Europe et en Belgique. Donc aussi d'étendre leur champ de vision, de savoir-faire dans leur domaine respectif, en les mettant parfois aussi en contact au travers des projets qu'on mène avec des centres de recherche agréés et des universités. Donc on a deux exemples très très concrets, dont un sur lequel je vais peut-être m'attarder un tout petit peu plus, mais en très bref. Donc un projet clé de réussite, par exemple aussi, c'est le projet Viaduct, dans lequel ici on met au point l'intégration de technologies, capteurs et autres, de la connectivité qu'on fait intégrer ou évoluer grâce au logiciel, à de l'intelligence artificielle et du software qui est intégré tout simplement dans des véhicules pour augmenter l'autonomie, mais aussi la sécurité d'utilisation des véhicules. Donc ça, c'est un exemple. Et un autre exemple de belle réussite aussi, c'est un des projets qui est né sur Assiska à Charleroi. C'est le projet LightSense qui est en train de se faire labelliser, donc qui a été accepté ici aussi, et qui reflète en fait tout simplement que la mise en relation de différents partenaires de compétences très complémentaires voit le jour lorsqu'on fait du clustering et qui émane en fait de la connaissance des différents pôles sur les CGRD qui traitent chacun individuellement. Donc voilà, c'est vraiment la combinaison des pôles, je le redis, c'est vraiment une force pour nos écosystèmes et pour nos industriels. Merci Karsten pour cette intervention. Je rebondis et je clôture ici en insistant encore sur le fait que les pôles de compétitivité sont là au service des entreprises pour mettre en relation avec les universités de recherche et pouvoir développer des projets innovants, ambitieux et durables pour la Wallonie. Et les pôles travaillent ensemble au bénéfice des entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à rentrer par l'un ou par l'autre. Et avec cette plateforme, l'idée est de pouvoir créer une communauté afin que tous les acteurs finalement actifs dans tout ce qui est cyberphysique, et il y en aura de plus en plus, puissent partager et se mettre dans une dynamique d'open innovation. Voilà. Merci à tous pour votre participation et je laisse la parole à Véronique. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Alors voilà, de l'autre côté de vos écrans, on espère que ça vous a permis un petit peu plus de rendre CP7 plus concret. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à la minute pitch. Donc, en fait, on a invité quelques acteurs qui avaient des idées à les partager avec vous. Donc, là, il s'agit d'une grande entreprise, mais qui est tout à fait demanderesse de partager cette idée avec tout le monde. Donc, j'accueille Frédéric Burguet, qui est Strategic Innovation Manager au sein du groupe Aisin. Et donc, on lui a demandé un petit exercice un peu difficile parce que, donc, en 3 minutes, voilà. Donc, voilà Frédéric qui s'installe. Donc, en 3 minutes, eh bien, il va pitcher son idée qui concerne la mobilité autonome. Frédéric, à toi la parole. Partager l'écran, voilà. Voilà, parfait. Alors, on ne va pas mettre un timer comme on le fait d'habitude en physique. Ceux qui connaissent l'Innovation Pitch savent qu'il y a toujours un petit timer très sympathique pour le public, mais moins sympathique pour l'orateur, qui défile. On a notre gardien du temps ici qui est Caro, voilà, et qui fera signe si on dépasse. Mais je t'en prie, Frédéric, nous écoutons l'idée de Aisin Group. Donc, merci Véronique. Et en plus, sur l'introduction, je dirais que je suis passionné par la mobilité. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter un système de transport intelligent et durable. Pourquoi? Parce que les véhicules autonomes font partie de la solution. Des études récentes sur les smart cities, donc on a interviewé une 50aine de vies, montrent que la qualité de l'air est un des problèmes principaux. La qualité de l'air impactée par la congestion sur nos routes. Et comme Bernard l'a montré dans l'introduction, les véhicules autonomes et les véhicules mutualisés font partie de la solution, qui permettront d'avoir une efficacité accrue au niveau du business, une amélioration de la sécurité pour les passagers et une amélioration de la consommation énergétique. Alors bien sûr, des pilotes existent qui sont centrés sur le véhicule lui-même, mais on a eu l'occasion dans le projet
de discuter avec pas mal de grands acteurs du domaine qui cherchent maintenant des solutions pour la suite. Ces solutions sont aujourd'hui manquantes à toute une série de niveaux, principalement la gestion de flotte d'une centaine de véhicules qui sont de différents types et de différentes marques, le manque d'intégration de systèmes de sécurité des passagers, de sûreté de fonctionnement et de cybersécurité, comme on vient d'en discuter, le manque de solutions pour l'acceptance utilisateur, la gestion d'énergie et l'accès limité sur les zones géographiques. Basé sur ces constats, nous avons décliné 4 grands types de contextes. Des contextes de type zone privée, comme les aéroports et les sites industriels, zone publique pour les autoroutes qui sont maintenant connectées, et l'accès au dernier kilomètre, le last mile, avec interaction avec les systèmes de nouvelle mobilité de demain. Donc tout ça font partie des défis à relever dans les 10 prochaines années. Nous en avons discuté avec les grands acteurs qui gravitent autour de la plateforme CP7 et nous avons ainsi créé le projet Civela pour système de véhicules électriques et autonomes. Donc vous voyez ici les grands acteurs qui font appel, comme on vient de le voir, à toute la chaîne de valeur industrielle, des end-users, des petites entreprises qui viennent avec des solutions, centres de recherche et académiques. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous en sommes à la conception du démonstrateur pour illustrer ce concept. Ensuite, nous allons voir des pilotes dans les 5 prochaines années et un déploiement à large échelle dans les 10 ans. Pourquoi sommes-nous là aujourd'hui? Pour vous faire profiter de cette opportunité, de nous rejoindre et d'impacter ainsi les transports de demain. Nous sommes à la recherche de sociétés qui veulent exploiter ce concept dans des use cases, rejoindre l'advisory board et ou apporter des solutions et des expertises. Merci. Et le sondage que Véronique va lancer ici va vous permettre de montrer votre attention à la participation de ce projet. Merci beaucoup, Frédéric, pour ce pitch dans un timing parfaitement respecté. Alors, je lance maintenant le deuxième sondage. Alors, c'est un sondage à choix multiples. Ça veut dire que vous pouvez être intéressé par plusieurs réponses, évidemment. Donc, vous pouvez cocher plusieurs fois. Alors, ici, c'est parti. Je regarde Baptiste pour voir si on a bien lancé le sondage. On me confirme que c'est bon. Donc, à vous de jouer. Voilà les options. Soit vous êtes intéressé par la plateforme CP7 et on vous recontactera par la suite parce que d'un point de vue nominatif, on sait qui manifeste son intérêt. Et ou vous aimeriez proposer un cas d'utilisation par rapport au projet Civela. Et ou vous aimeriez apporter une expertise. Et encore, une dernière possibilité qui est plus large, donc moins reliée directement au projet Civela. Vous êtes intéressé par la mobilité autonome, vous avez une idée que vous aimeriez partager et vous nous demandez de vous recontacter. Alors voilà, on vote, on voit un succès fulgurant pour l'intérêt de la plateforme CP7, ce qui va ravir Frédéric. Donc, je vois que 61% des personnes, donc sur 141 personnes en live présentes, sont intéressées. Alors, concernant le projet plus spécifique Civela, il y a 20% pour l'instant qui aimeraient proposer un cas d'utilisation. Donc là, tout le monde se bouscule le portillon, il va falloir sélectionner. Il y a aussi des experts techniques, j'imagine, qui aimeraient participer leurs expertises avec vous. Et 8% de manière plus large qui aimeraient qu'on les recontacte par rapport à des idées potentielles concernant la mobilité autonome. On va clôturer le sondage. On reste donc sur ces chiffres-là. Ben voilà, en tout cas, on peut constater qu'il y a de l'intérêt derrière les écrans, donc c'est super, on aura de quoi faire en 2021. Impeccable. Alors ça, c'était une première idée, très centrée sur de l'innovation. Alors la deuxième idée, centrée sur aussi de l'innovation, elle va être partagée par Christophe Nion, donc qui va... je partage juste
Voilà. Ah, salut Christophe. Très bien, je vois qu'il est là. Et donc, Christophe va se prêter au même exercice. Donc, Christophe Nyon, qui est gérant de sa société et qui a une idée concernant H2 Mobiwal, qui va apostropher un public peut-être un peu moins entreprise que ce qu'on vient d'apostropher, mais vous verrez que ça a tout son sens. Et donc, il va adresser un message. Vous verrez à quel public une fois qu'il aura pitché son idée. Christophe, c'est à toi. Tu as, voilà, 3 Merci. minutes pour partager cette idée. On t'écoute. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui? Oui, je confirme. Ok. Merci. Donc c'est Merci, bon, Véronique. tout roule. Je voudrais juste rajouter ma voix au sondage numéro 4 dans les 8%, s'il vous plaît, pour le précédent. C'est trop tard. Merci. C'est Je ne pouvais pas tu me feras un mail, Christophe. Merci. Voilà. Donc, au niveau de H2 Mobiwal, merci pour la proposition d'intervenir. Donc, en fait, on sait tous que l'hydrogène et l'électrolyse verte a un bel avenir au niveau des véhicules lourds et de l'industrie. Il n'y a pas de doute là-dessus, l'avenir est là. Par contre, la production est encore trop onéreuse et les rendements sont encore trop faibles pour pouvoir actuellement envisager sereinement une mobilité domestique alternative. Par la création d'H2 Mobiwal, la réflexion est donc ouverte complètement sur la création d'unités de ravitaillement domestique en hydrogène, de faible capacité, de faible taux de compression et en toute sécurité. Grâce à une étude de marché d'éclos, nous avons identifié le potentiel. Grâce à une étude de l'UCL, une étude scientifique de l'UCL, nous avons identifié le cadre réglementaire et de sécurité pour y arriver. Notre idée est très simple. Comparer les autorisations environnementales dites déclaration classe 3, très simple à obtenir administrativement, des autres gaz domestiques courants, tels que le biogaz, le méthane, le propane, le gaz naturel et tous les autres gaz, à l'hydrogène. Nous avons donc comparé la densité, l'inflammabilité, la température d'auto-inflammation, les aspects visuels, les aspects olfactifs, qui permettent, et des différents critères qui permettent à ces gaz domestiques courants de rentrer dans le principe de la déclaration classe 3 et d'obtenir cette déclaration, d'obtenir les autorisations. Notre demande est simple et les conclusions sont tout aussi simples. Moyennant quelques adaptations, la législation existe déjà afin de permettre le développement d'une filière domestique d'hydrogène. Je ne suis pas naïf. Nous sommes probablement un peu tôt. Mais nous savons tous aussi que les changements et les modifications des législations prennent parfois du temps et que la sécurité doit être analysée dans ses moindres détails. Notre demande donc, par ce séminaire, merci de nous avoir invités, est de lancer une réflexion afin de créer un cadre normatif et un cadre réglementaire dans lequel l'hydrogène vert et domestique se retrouvera. Car nous sommes persuadés que pour l'avenir, seule une simplicité administrative de déclaration classe 3 permettra de populariser cette alternative aux autres carburants. Voilà. Merci Christophe. Donc ça veut dire que bientôt, je pourrai, si tout se passe bien, recharger ma voiture chez moi. Il faut encore avancer dans la réalisation, mais d'abord, nous pensons qu'il faut pouvoir donc de fait avoir une analyse réglementaire et normative. Très bien. Très bien. Donc voilà, l'appel est lancé. Hein. Donc on a vu qu'il y avait les politiques au niveau de l'audience. Donc je pense que ça s'adresse entre autres à eux. Alors rappelez-vous dans ce que Bernard a présenté. Donc merci beaucoup, hein, Christophe. Alors si peut-être oui, j'en profite. Si les gens ont des questions par rapport à ça, ils peuvent bien sûr aller en direct. Chez Christophe ou alors simplement au niveau du pôle ou toute autre entrée au niveau du comité d'experts que vous connaîtriez. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, on a presque terminé la partie innovation.
Alors, vous vous rappelez dans toutes la quantité de tonnes de CO2 qu'on devait, réussir d'ici 2030 à économiser, il y avait le gros challenge de 445 000 tonnes qu'on pouvait potentiellement, économiser via l'innovation. Donc voilà, on espère que ce volet innovation vous a donné, envie, de vous engager, vous a donné plein d'idées, pour chacun, apporter sa pierre, à l'édifice. Hem, donc on y est. Alors, on va passer maintenant, au volet mode et moyens de transport, heu et pour cela, on va passer à une petite vidéo assez sympa qui va tout de suite vous donner le cadre. Donc on change d'univers, on n'est plus au niveau de l'univers de l'innovation, on va vers l'univers de tout ce qui est multimodalité. Multipharma livre des institutions du type maison de repos et de soins, institut pour handicapés, toutes des communautés d'hébergement de personnes qui ont la particularité de ne jamais se rendre à la pharmacie. C'est nous qui allons délivrer les médicaments sur place. Donc l'idée, c'est de préparer les médicaments dans des sachets par moment prise pour faciliter l'administration des médicaments aux patients. Sachant qu'on délivre nos institutions tous les jours, parce que les patients peuvent changer de traitement, il y a des nouveaux patients qui peuvent arriver dans les institutions, ce qui nécessite un passage quotidien. Donc Rayon Neuf, c'est une société coopérative à finalité sociale qui existe depuis maintenant 5 ans et qui effectue des livraisons à vélo cargo. Le vélo en lui-même, sur le cargo à l'avant, il peut charger jusqu'à 80 kg. Si on ajoute à ça la remorque, sur la remorque, on peut charger jusqu'à 150 kg. On économise 200 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, ce qui va donner sur cette tournée en particulier une économie de 4 kg de CO2. Et donc en théorie, on devrait arriver à 1 tonne de CO2 économisée au terme de l'année. Le bénéfice, c'est surtout effectivement de diminuer l'utilisation de véhicules type camionnette au centre-ville pour des raisons de pollution évidentes et aussi pour des raisons de ponctualité par rapport aux services que nous voulons assurer à nos clients. Les institutions en fait, sont très demandeuses d'être livrées en fin de journée puisque les médecins passent dans la journée, les changements de traitement sont dans la journée, donc on doit livrer en soirée et c'est justement en soirée qu'il y a quand même beaucoup de bouchons à Liège, donc c'est pratique de pouvoir livrer à vélo à cette heure-là. La ville de Liège a souhaité s'impliquer dans la logistique urbaine depuis quelques mois pour faire en sorte de faciliter et d'accompagner les acteurs économiques qui veulent s'inscrire dans une nouvelle démarche, une démarche plus durable. L'expertise de Logistique et Wallonia est la bienvenue. Et puis avec les acteurs, comprendre la logistique qui est la leur et de voir comment on peut leur faciliter la vie. Nous devons, avec ces acteurs-là, comprendre et trouver des solutions pour faciliter et surtout permettre ces initiatives de transport durable. Mais c'est aussi de pouvoir voir comment la ville de Liège elle-même peut faire des livraisons entre ses services. Donc la ville de Liège aimerait que l'initiative ici entreprise au niveau du secteur pharmaceutique se poursuive avec d'autres secteurs. On peut penser par exemple au domaine des brasseries, des cafés. On peut envisager la chose pour les secteurs des librairies, pour l'alimentation scolaire aussi par exemple. Donc on a vraiment toute une série d'autres secteurs qui peuvent tout à fait entrer en ligne de compte dans une modification de la façon de livrer les produits. Alors, merci beaucoup à Multipharma, à Rayon Neuf, à la ville de Liège pour s'être prêté à ce jeu de partage au sein d'une vidéo. On sait que le vélo cargo a un potentiel. Il y a des études qui l'ont étudié, donc l'étude Cycle Logistics notamment, qui estime 25% de livraison urbaine potentielle au niveau du vélo cargo. Donc voilà, ce n'est qu'un début. On voulait vous montrer ce qui se faisait déjà. On espère que ça vous a inspiré. Donc, vous voyez ici que c'est appliqué au secteur pharmaceutique. Ça peut bien sûr s'appliquer dans énormément d'autres secteurs. On a des acteurs dans les communautés qui se sont développés un peu partout dans toutes les villes par rapport à ces modes de livraison vélo cargo. Donc voilà, il y a un bel avenir par rapport à ce mode de transport. Ce n'est qu'un début. Alors,
on voulait aussi partager avec vous, dans un autre secteur que le secteur pharmaceutique, ce qui avait été fait au niveau des cocombis. Et là, on s'oriente vers le secteur des déchets. Et donc, j'accueille hop, 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 avec plaisir Xavier. Voilà. Je ne Alors, sais pas si on m'entend. oui, bienvenue Xavier, on t'entend bien. Très bien, très bien. Donc voilà, je vous présente Xavier Verdonck, il est Logistics Manager chez Vaned et il va vous parler de son expérience. Vaned, en quelques mots, donc tri-collecte des déchets et recyclage. Comme vous le voyez, présent sur l'entièreté de la Belgique et sur le nord de la France et le Luxembourg, mais avec des évacuations, je dirais, vers des recycleurs qui peuvent être partout en Europe. Nous avons aussi, et si mon écran, j'espère que je vais pouvoir bouger les slides maintenant. Non, j'y arriverai pas sans faire ça. Je suis désolé pour tout le monde. Je vais être obligé de travailler de cette manière-là. Donc, quelques chiffres de Vaned. Je pense que le chiffre qui intéresse, je dirais, le plus, c'est que nous transportons 646 000 tonnes par an, mais nous produisons 41 millions ou 42 millions pratiquement de kilowattheures déjà avec une production d'énergie verte sur nos sites, ce qui veut dire qu'on est zéro carbone sur nos sites et donc l'objectif maintenant est de réduire nos émissions en matière de transport. Alors, si je continue tout doucement à vous montrer la présentation. Donc, nous avons orienté en matière d'éco-combi notre focus sur les transports intersites faits avec des tracteurs et des bâchers, des remorques bâchées pour l'instant, en sachant que cette première approche nous a permis d'ouvrir le champ des possibles sur éventuellement d'autres modes de combinaison éco-combi qu'on est en train d'analyser et qui nous permettraient, si cette première phase fonctionne, de pouvoir l'étendre à d'autres phases. On est dans ce cadre-là je rappelle pour les éco-combis, hein, vous voyez en fait des photos sur la droite de transporteurs qui l'utilisent déjà dans des cadres de transport que je dirais plutôt classiques. On peut augmenter la longueur du train, on peut augmenter le tonnage de 44 tonnes à 60 tonnes. On a donc une augmentation de 61% des mètres de plancher et on a une augmentation grosso modo de 37% de la charge utile. Ça dépend bien entendu du taux de remplissage des contenants. Nous nous sommes posé plusieurs questions forcément de savoir est-ce qu'on pourrait accéder à ce type de mobilité. La réponse est manifestement dans l'étude de faisabilité, j'y reviendrai, oui. Quelle configuration de matériel choisir, je vais y revenir par après. Les contraintes réglementaires et la rentabilité ont été bien entendu des questions qui ont été soulevées. Alors, malheureusement, je ne peux pas le faire sous forme de diaporama puisque vous voyez tout mon écran, mais ce n'est pas grave. Les 5 points que vous avez mentionnés ici. D'abord, le choix du projet. On a, comme je viens de le dire, opté pour les remorques bâchées en sachant que c'était celles qui s'apparentaient le plus à ce qui existait déjà. On a identifié 22 allers-retours et donc 44 trajets répartis uniformément en Belgique pour faire cette première étude de faisabilité. On a retenu en termes de matériel la possibilité de pouvoir décrocher tous les éléments. Donc, on a retenu sur le slide le tracteur, le remorque avec un B double et la semi-remorque classique, qui est d'ailleurs utilisé à l'heure d'aujourd'hui par une société qui nous a permis de pouvoir analyser cet attelage qui est la société Van Megem, que je remercie au passage. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de pouvoir laisser des remorques découpler et réaccoupler très régulièrement, donc c'est un choix organisationnel. En termes de trajet et de site, nous avons analysé les différents trajets. Comme on l'a vu, on est sur du trajet interrégional. Nous avons là aussi utilisé un partenaire qui est PTTC, que je remercie aussi au passage, qui nous aide à la fois à valider quelque part ou prévalider
les itinéraires, puisque ces itinéraires doivent être validés par les autorités compétentes, bien entendu, une fois que le projet est déposé, mais aussi pour identifier les difficultés que nos chauffeurs pourraient rencontrer sur la route, puisqu'il y a besoin d'une formation spécifique. Alors, j'en profite par rapport à ce point-là pour dire que on a, enfin, ces deux derniers points, le matériel d'une part, où on espérait pouvoir utiliser notre matériel déjà existant, mais il y a des spécificités qui nous imposent d'investir, ce qui n'est pas grave, mais ce qui retarde un petit peu notre envie de démarrer. L'horizon d'un démarrage effectif pour l'instant se situe aux alentours de l'été prochain, puisqu'il y a des délais de livraison à l'heure d'aujourd'hui dans les conditions Covid et d'ailleurs de manière générale au niveau du transport qui sont assez longues. En termes de trajet de site et donc de difficultés, je dirais, administratives, on rencontre, comme les autres partenaires qui utilisent des cocombi, la difficulté d'une non-uniformité à l'échelle du pays. Je prends deux exemples. PTC n'est pas reconnu en Flandre comme organisme de formation officiel, ce qui nous impose d'envoyer des chauffeurs en Hollande pour se faire former. Et en termes d'infrastructure, pour parler d'une autre région, de la région bruxelloise, le fameux virage de forêt n'est aujourd'hui toujours pas autorisé à la conduite d'éco-combi, alors que je pense que tout est réuni en termes de sécurité à cet endroit pour faire passer un éco-combi, surtout que ça permet de réduire par 2 le nombre de transports ou pratiquement. La quatrième étape, c'était quels sont les impacts opérationnels. Donc, pour des flux qui se faisaient ou qui se font aujourd'hui 3 fois par semaine, on en arriverait à 2 fois par semaine. Et pour des flux de 5 fois par semaine, on reviendrait à 3 fois par semaine, ce qui nous permettrait d'économiser en fait 480 trajets par an. Je vais passer tout de suite au business case, mais vous imaginez qu'il y a bien une amélioration en matière de carburant, une amélioration en matière de péage, une amélioration en matière d'usure des pneus. Forcément, le chauffeur doit être plus compétent, donc nous envisageons de valoriser cette compétence pour pouvoir les motiver, mais bien entendu, comme on utilise moins de transport, le coût global au niveau conducteur est positif. L'investissement, bien entendu, est relativement important, mais au vu des enjeux de gains, je vais le montrer tout de suite, il n'y a pas, je dirais, photo. La décision d'investir chez Vaneed est prise ou quasi prise. Vous voyez à gauche un graphique avec des petites barres vertes et des petites barres jaunes qui montrent que plus on utilise l'éco-combi, plus le return sur investissement est rapide. Bon, rien de surprenant. Et donc, dans le cas le plus défavorable analysé, c'est-à-dire en restant très conservateur, en ne négociant pas les prix, on obtient un payback ou un return sur investissement qui est de l'ordre de 3 ans, ce qui est dans le cadre de l'objectif 2030, bien entendu dans lequel Vaneed s'inscrit, tout à fait en accord en termes de timing. Et on voit sur la droite la réduction attendue de quelques 23% de réduction de CO2, d'émissions de CO2. Alors évidemment, c'est la difficulté du direct, ça empêche d'avoir toutes les animations des slides, c'est dommage, mais vous avez sur cet arbre le résumé de ce que je viens de dire, la réduction de 23% des émissions carbone, la réduction des 480 trajets, le payback qui est de 2-3 ans, et nous avons identifié déjà la possibilité ou un potentiel de mettre en circulation à terme au minimum 5 éco-combis. Il est clair que si nous pouvions avoir la possibilité de transporter de manière transfrontalière, de manière assez simple, nous aurions évidemment un décuplage des potentialités, puisque plus le trajet est long, plus l'éco-combi prend du sens. Nous avons commencé à développer un renforcement de notre partenariat avec l'UMONS en intégrant d'éventuels stages, travaux de fin d'études ou recherches concernant cela. Nous avons été aidés, je l'ai déjà dit, par la société Van Migem, l'expertise de PTTC, mais aussi par le SPW Wallonie et de fournisseurs pour
créer et pour calculer notre étude de faisabilité. Et bien sûr, et je terminerai par là, bien, j'ai personnellement et Vaned de manière générale eu un très fort support de Logistics in Wallonia, en particulier dans la personne de Luc qui m'entend sûrement. Je suis très content d'avoir pu, grâce à cela, démontrer à l'intérieur de Vaned que cette histoire des concobis augmente réellement le champ des possibles. Nous n'avons pas la possibilité de pouvoir beaucoup faire du transport, enfin un autre report modal comme le fer ou le bateau. Vous imaginez que bon, ça peut s'envisager, mais relativement faible. Par contre, l'éco-combi est, à mon avis, porteur d'énormément de progrès et en tout cas est très intéressant et très motivant à l'intérieur du groupe pour l'instant. Voilà, ceci conclut ma petite présentation qui s'est faite un peu différemment que ce que j'attendais. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Xavier. Alors, on n'a malheureusement pas le temps pour les questions, mais je réinvite les personnes à poser des questions via le petit module questions parce que Xavier est là et les modérateurs sont là aussi pour y répondre. Et également, les participants de la vidéo, donc Multipharma Rayon 9, sont également aussi en tant que participants. Donc n'hésitez pas à les apostropher voilà, pour aller plus loin au niveau des sujets qu'ils vous ont présentés. Et alors Xavier, bah, merci beaucoup pour la présentation parce que voilà, je trouve que c'est une belle démonstration de concertation d'acteurs finalement de typologies diverses. Et donc ce travail, de ce que j'ai entendu, n'aurait pas été si fructueux avec la collaboration et voilà, chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Donc voilà, c'est chouette de pouvoir constater cela. C'est certain. Je vous remercie beaucoup. Merci à toi pour ton témoignage. Alors, nous allons maintenant faire l'exercice un peu plus difficile. Voilà, excusez-moi, hop, c'est parti. Voilà, voilà. Donc Luc, bah, bienvenue sur le plateau, hein, Luc. On a demandé à notre collègue de jouer à l'exercice la minute pitch avec nous. Donc voilà, c'est lui qui s'y colle aujourd'hui. Donc c'est quelqu'un au sein de l'équipe du pôle. Et Luc va partager une idée qui est issue finalement des nombreux contacts qu'il a eu avec les entreprises. Donc le programme Multimodal Wallonien existe depuis un peu plus d'une année, je pense. Et donc, à force de bourlinguer dans les entreprises, on constate des choses et on voulait vous les partager. Voilà, voilà. Alors, Luc est coordinateur de produits durables. C'est à toi. Merci, merci Véro. Alors, cette idée est surtout portée par des industriels et j'en suis finalement le porte-parole aujourd'hui. Donc, allons au fait. Là. Donc, le problème est au centre de l'écran et en fait les conteneurs vides. Voilà. Lorsque des entreprises importent des marchandises en provenance hors Europe, bien souvent c'est via conteneurs et ces conteneurs arrivent à Anvers et sont importés jusqu'au site de production pour déchargement et renvoyés à vide vers Anvers. De la même manière, finalement, une entreprise qui exporte suivra le même processus. Et eh bien, nous en sommes tous conscients, c'est bien dommage, puisque ça génère des coûts supplémentaires. Prenons des deux entreprises situées dans le Hainaut, ça représentera environ 250 km qui seront parcourus pour transporter de l'air, environ 5 heures de conduite, plus des manutentions inutiles au niveau des conteneurs. Et certainement, ça c'est pour l'aspect économique, mais au niveau environnemental, par parcours à vide, eh bien, ça représenterait 60 kg de CO2. Donc ça fait un coût important pour de l'air. J'espère que lorsqu'on ouvre les portes, on en bénéficie. Alors
Notre projet est assez simple et est connu, est un problème logistique bien connu, mais il est intéressant parce qu'il est proposé par des acteurs industriels dans le Hainaut, deux entreprises en particulier, deux entreprises différentes, qui importent de nombreux conteneurs chargés et aimerait pouvoir mettre ses capacités de transport à disposition d'autres entreprises implantées localement. Donc, ce sont elles qui nous ont proposé ce projet de trouver des entreprises pour recharger leurs conteneurs. Ça représente une flotte annuelle de 6000 conteneurs. Ça représente des conteneurs de différents types, puisqu'on a du 40 pieds, du 20 pieds, du dry et du reefer. Les conteneurs seraient mis à disposition soit à partir du parking situé dans le Hainaut, d'un parking de l'entreprise, soit à partir d'un terminal intérieur également situé dans le Hainaut. Donc, notre demande finalement est très très simple. Puisque si vous êtes situé dans la zone en orange sur la carte et que vous exportez des containers via Anvers, soit du 20 pieds, du 40 pieds ou même du reefer, eh bien, contactez-nous puisque nous aimerions en fait monter avec vous un proof of concept et donc vous mettre en contact avec ces entreprises qui ont des capacités de transport quotidiennes à disposition et donc finalement mettre en place le processus de fonctionnement pour que vous puissiez de manière efficiente et économique recharger et mutualiser vos conteneurs. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, Luc. Donc voilà, l'appel est lancé. Donc vous pouvez aller manifester votre intérêt en direct auprès de Luc. Vous aurez les présentations qui suivront et donc ces coordonnées sont bien reprises dans les slides. Voilà, espérons que ça ait du succès au niveau de l'appel. Merci beaucoup. J'espère, oui. Voilà, merci beaucoup, Luc. Alors maintenant, on va encore jouer. Hein. Donc, je vous avais annoncé 4 sondages. Eh bien, c'est le 3e. Donc, à vos claviers. Alors, on voulait voir qui était intéressé au niveau des modes de transport optimisés. Alors, est-ce que vous êtes prêts à étudier? Donc, on a dit étudier. Ça veut dire qu'on est toujours dans la réflexion ici. Est-ce que vous êtes prêts à étudier des modes de transport optimisés? Vous pouvez voter plusieurs fois. Donc, c'est un choix multiple. Alors, non, vous n'êtes pas prêt. Très bien, vous le saurez plus tard. Vous aurez 10 ans pour vous engager. Ou alors, votre organisation le fait déjà. Ou alors, oui, vous êtes prêt. On tombe au bon moment et vous demandez à être recontacté. Alors, voilà. On est parti. À vos claviers. On voit ici. Ah ben oui, donc je vois que Luc se frotte les mains, il a l'air de dire chouette, chouette, chouette. Il y a des manifestations d'intérêt. Alors, il y en a 33 qui ne sont pas encore prêts. Eh bien, on a 10 ans, donc il faut y réfléchir, mais on a le temps. Donc, pas de souci. Il y a 43% qui le font déjà. Donc, ça, c'est un très, très bon chiffre. C'est très intéressant de voir cela. Donc, 40% sont déjà engagés. Et donc, on est à environ une trentaine de pourcents qui demandent à être recontactés. Alors, vous vous souvenez, on a parlé du volet multimodal. On vous l'a illustré via le vélo cargo, donc via de la mobilité urbaine. On vous l'a illustré via les éco-combis. Il y a plein d'autres manières également. Hein. On pense à nos collègues de la DTIM au niveau des voies navigables, au niveau du ferroviaire. Donc, on est tous ici le pôle et porte-parole de la stratégie, mais on est tous derrière les écrans prêts à vous accompagner et certains le font déjà depuis de nombreuses années puisque c'était leur core business. Donc voilà, on peut clôturer le sondage. On est donc à 36% qui ne sont pas prêts, 40% qui le font déjà et 30% qui souhaitent être recontactés. Eh bien, c'est parfait, ça fait du boulot pour tout le monde, c'est impeccable. Alors, voilà, on clôture ici le volet multimodal. On espère qu'on a réussi à vous l'illustrer de manière la plus concrète possible. Et on va ouvrir le volet de la digitalisation et du data management.
Alors, c'est le dernier volet. Donc, on est parti de nouveau avec des vidéos, des pitchs, des témoignages par rapport à ce dernier volet. Et donc, il nous reste une demi-heure pour essayer de rendre concret voilà, ce volet digitalisation et data management. Et donc, on va vous lancer une petite vidéo. Je regarde Baptiste. OK, on est prêt, on y va, c'est parti. On introduit le pilier data et digitalisation. Donc Garçon Angenot est une vieille PME familiale spécialisée dans le transport, toutes les activités relatives au transport, principalement routier qui est notre core business. On fait également du fret aérien, un petit peu de fret maritime. Nous sommes toujours agents en douane et alors on a une activité logistique en forte croissance ces dernières années depuis qu'on est installé au Plénès. Nous avons obtenu la deuxième star Line & Green et nous sommes particulièrement fiers d'être la première société belge à l'obtenir. Et nous avions vraiment voulu, dans un premier temps, avoir une démarche plus écologique. Par rapport au programme Line & Green, on peut dire quand même, si on regarde les objectifs initiaux, ça a vraiment rencontré nos attentes. Donc dans un premier temps, on a évidemment travaillé sur les aspects green, mais qui nous ont permis également de revoir vraiment toute une série de process en interne et donc d'optimiser beaucoup de choses. Donc pour l'obtention de la première star, on a eu une période qui a duré de 2013 à 2016, un peu plus de 3 ans, sur lesquels on a obtenu une diminution de CO de l'ordre de 29%. Pour la deuxième star, on a une diminution de 14% sur environ 2 ans. On a transporté environ 147 000 palettes l'an passé. Par rapport à il y a 3 ans, on était aux alentours de 115 000 palettes, en augmentation de petits 30% presque. On a un nombre de kilomètres parcourus qui lui est resté relativement stable. Parmi les différents moyens qui nous ont permis d'atteindre nos objectifs, on a beaucoup travaillé notamment sur tout ce qui était digitalisation. Nos chauffeurs sont équipés d'applications smartphone pour confirmer directement les livraisons. On a une géolocalisation en temps réel. Toute cette informatique embarquée et ces moyens informatiques nous ont également permis de travailler sur l'anticipation, notamment au niveau des retards ou des avances que peuvent avoir les véhicules. Donc en cours de journée, on peut dire à tout moment, tiens, ok, là j'ai un véhicule qui va arriver plus tôt au déchargement, je peux donc anticiper mon rechargement si possible. Et même chose, en cas de retard, on peut éventuellement se dire, ok, je vais rater le rechargement suivant et je vais anticiper pour essayer de replanifier ou de voir avec le client ce qu'on peut faire par rapport au retard qu'on a pris. Voilà, voilà, encore une vidéo très, très inspirante. Alors, du fond du cœur et de la part de toutes les équipes présentes, bravo à Cédric et à toute l'équipe, à son entreprise. Voilà, c'est la première entreprise belge à obtenir la deuxième star. Donc, on est très fiers pour eux et on les félicite par rapport à l'effort consenti. Alors, on est dans le volet digitalisation, donc vous avez relevé que dans la vidéo, Cédric parlait que notamment un des moyens d'y arriver, c'était l'exploitation des data et voilà, la bonne gestion de ces données pour obtenir la diminution de CO2. Donc, on est en plein dans le cœur du sujet. Alors, ici, on était dans le secteur du transport. On voulait également, vous savez que la logistique n'est pas sectorielle et qu'elle s'applique partout, donc on voulait également partager la digitalisation dans un tout autre secteur, dans le secteur donc de l'agroalimentaire. Et donc, on a préparé pour vous un autre témoignage. Et donc, je demande à Ludovic Peters d'allumer sa caméra. Bonjour à tous. Voilà, bonjour Ludovic, bonjour. Donc merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et donc Ludovic eh bien, va nous témoigner de son expérience au niveau de la digitalisation. Ludovic est administrateur délégué de Brabant Wallon Agro-Qualité. Et il y a plein de choses encore à faire au niveau de la plateforme. Il y a déjà plein de choses qui ont été faites. Et donc voilà, il va vous partager son témoignage. Ludovic, à toi la parole.
Merci pour votre invitation. Donc oui, il y a encore beaucoup de travaux à faire, mais ici, je vais vous présenter la plateforme logistique de commercialisation des produits locaux en Brabant Wallon Made in BOE et la réflexion sur son évolution digitale. Alors, très vite, une brève présentation de la plateforme. Made in BOE est une marque déposée. Elle a été créée en 2015 avec pour mission d'apporter un soutien logistique aux producteurs et artisans du Brabant Wallon par la mise en place d'un service logistique et une simplification administrative, un accompagnement dans la commercialisation pour tout ce qui est référencement produits, étiquetage, hygiène, mais également au niveau commercial pour tout ce qui est proposition de différents canaux de distribution. Et la plateforme a également pour mission de promouvoir les produits en permettant aux différents producteurs de disposer de différents supports, qu'ils soient multimédia, visuels ou même en les faisant participer à différents événements. Le but de l'ensemble de ces services est d'optimaliser le temps de production en diminuant le temps requis passé sur la route et aux différentes tâches administratives, bien sûr. Alors, la plateforme, en quelques chiffres, la plateforme, c'est 105 producteurs qui adhèrent à la plateforme, ce qui représente une gamme de 950 produits permanents, auquel vient s'ajouter une centaine de fruits et légumes de façon hebdomadaire. L'ensemble de ces produits sont distribués dans 225 points via différents canaux, les grandes et moyennes surfaces, les épiceries, les magasins spécialisés, les collectivités et les institutions, sans oublier l'ORECA et les différents comptoirs fermiers, magasins à la ferme. Le nombre, donc il faut savoir qu'à nos débuts en 2015, le nombre de producteurs était de 15 et que très vite, comme on peut le constater par ces chiffres, le nombre augmentait, comme le nombre de produits et le nombre, bien sûr, de points distribués. Donc, on s'est vu dans l'obligation de digitaliser l'ensemble de notre process. De quelle manière? Le premier but et projet était de digitaliser et d'autonomiser les commandes, le système de commande. Parallèlement à cela, nous avons décidé aussi, dans le cadre d'un appel à projet lancé par l'asso Alfin sur le soutien aux filières agroalimentaires, via nos partenaires dans le projet Empreinte BOE, de créer une plateforme de commercialisation de surplus. Mais suite à différentes rencontres initiées par l'asso Alfin, et je me permets au passage de remercier Christopher Bosny, qui est toujours là pour nous accompagner de bons conseils, on s'est rendu compte que d'autres plateformes étaient intéressées aussi à automatiser leur système de commande, et que si on voulait avoir un système d'alerte de surplus efficace et toucher le maximum de personnes tout en facilitant la logistique, il était important de décider de coder cette plateforme de surplus plus comme un système de plugin alerte surplus qui allait se brancher à notre système de commande automatisé. Dès lors, nous avons fait évoluer l'idée dans la conception d'un système qui soit le plus ouvert possible. Pour cela, nous avons fait le choix de l'open source, modulable, donc par un système de plugins qui permet à tout à chacun d'avoir différentes fonctionnalités qui peuvent correspondre au mieux à leur système propre, polyvalent et évolutif, et bien sûr adaptable par d'autres systèmes. Ce qui, lorsque l'on voit, comme le monde l'a dit ici, notre architecture sur le système, le système open source nous permet d'avoir une interaction maximum, aussi bien en interne, puisqu'elle nous permet de nous linker à notre propre logiciel de comptabilité, mais également une interaction entre nos producteurs, permettant une actualisation en temps réel des stocks, ce qui nous permet, nous, de leur renvoyer une automatisation des notes d'envoi, mais également vis-à-vis de notre magasin, des magasins et de nos différents points de distribution, car ce système va leur permettre également de se loguer et donc de disposer d'un bon de commande qui leur est personnalisé. Et après l'ensemble des rencontres avec les différents acteurs des circuits courts en Wallonie, on s'est rendu compte que un système ouvert allait permettre deux choses. La première, pour les personnes qui souhaitaient acquérir ce même type de système, le permettre de le mutualiser tout en leur permettant de se l'approprier par un thème qui leur est propre. Mais également, comme je l'ai dit précédemment, de créer différents
fonctions spécifiques propres ou communes aux différentes plateformes par le système de plugins qui viendrait se brancher à l'outil open source. Alors demain, nos objectifs, c'est lancer la mise en routine de notre système, continuer à développer tous ces aspects digitaux en passant par une dématérialisation de la comptabilité, s'ouvrir aux différents acteurs, donc continuer cette interaction entre les différents systèmes digitaux des acteurs des circuits courts en Wallonie, renforcer notre positionnement sur notre territoire. Donc pour cela, nous allons intégrer l'écosystème ID2Food qui a été créé par Capinov à Nivelles, nous permettant également, donc ça a été le cas aujourd'hui, on a parlé également de tout ce qui était véhicules autonomes, nous permettant d'avoir accès à leur espace Diginov aussi, qui travaille beaucoup sur tous ces systèmes autonomes. Nous souhaitons aussi collaborer avec d'autres acteurs logistiques, c'est pour ça que nous avons choisi cet open source pour permettre à ces autres acteurs logistiques qui sont des acteurs qui sont spécialistes dans tout ce qui est intra-urbain, mobilité douce et autres, de pouvoir se loguer et nous lier nos interfaces pour avoir une gestion plus facile des documents. Et l'ensemble, pour que si nous arrivons, pour arriver dans 4 ans à une automatisation constante de la plateforme via une adaptation de sa gouvernance vers un modèle coopératif. Voilà pour mon intervention. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Ludovic. Alors, on voit ici que c'est entre autres une initiative, un accompagnement qui a été souligné par Ludovic d'ailleurs au niveau de l'ASSO Alfine. Donc, vous voyez qu'on joue en équipe au niveau de la région wallonne. Et donc, un grand merci Ludovic d'avoir partagé tous ces challenges. Il y a plein de choses à faire, hein, de ce qu'on voilà. Il y a plein de choses qui sont déjà faites et il y a plein de choses qui sont encore à faire. L'appel est lancé, donc tu es ouvert à avoir d'autres acteurs effectivement qui viennent rejoindre cette plateforme, hein, comme c'est une plateforme ouverte. Bien voilà. sûr. Impeccable. Eh bien, merci beaucoup à Bewak pour, voilà, pour le partage de l'expertise et bravo à l'ASSO Alfine par rapport à la qualité de l'accompagnement. Alors, c'est de nouveau l'heure d'un sondage, le dernier de cette session. Et donc, on le lance tout de suite. Donc, on s'adresse ici, alors, en général, plutôt aux acteurs de la filière agroalimentaire. Donc, est-ce que vous êtes prêts à étudier le potentiel de digitalisation de votre organisation? Et donc, les 3 premières réponses sont à cocher par des acteurs de la filière agroalimentaire, peu importe où vous vous situez au niveau de la chaîne de valeur, donc que ce soit IT, producteur, logisticien. Voilà, tous ces acteurs-là qui sont actifs dans cette filière peuvent cocher les 3 premiers choix. Donc, non, vous n'êtes pas prêt, ou oui, vous le faites déjà, ou alors vous souhaitez être recontacté. Donc, les 3 premiers choix s'adressent à la filière agro et tous les acteurs de la chaîne de valeur. Alors, à vous les votes, messieurs, dames. La dernière option, c'est « Je ne suis pas de cette filière, mais cela m'intéresse ». Donc, ça veut dire que vous avez envie de creuser ce volet digital hein, qui est au cœur des préoccupations de toutes les entreprises. Et donc, vous souhaitez être recontacté. Donc, voilà, à vous les votes. Donc, on voit que en termes spécifiquement de cette filière, il y a déjà 11%, il y a 10% qui le font déjà. Évidemment, ici, on n'est pas sectoriel, donc il y a peut-être un peu d'acteurs de la filière agro, mais peut-être pas tellement. On partagera cela avec nos collègues du pôle Wagralim. Et donc, 5% qui souhaitent être contactés, qui font partie de cette filière. Et alors quand même un grand engouement au niveau de « je ne suis pas de cette filière, mais cela m'intéresse ». Donc 63%, impeccable. Nous vous recontacterons en temps voulu et en 2021. Et bien voilà, on peut clôturer le sondage. Impeccable. Donc voilà, mais voilà, on arrive au terme presque du webinaire. Mais avant, évidemment, on allait donner la parole
à notre chère présidente de Logistique Sino-Wallonia. Donc Sophie, tu peux allumer la caméra. Voilà, elle va arriver. Et voilà. Arrivé. Parfait. Bonjour Sophie. Un grand merci de ton soutien inconditionnel au pôle et ta présence aujourd'hui pour clôturer ce séminaire. Donc voilà, Sophie est à la fois présidente de Logistique Sino-Wallonia et également vice-présidente du Distribution European Center de chez Skechers. Voilà, Merci Sophie. beaucoup. Bienvenue et à toi la parole. Merci. Le Innovation Pitch de cette année était vraiment super intéressant. Logistique et mobilité durable, nous avons 10 ans pour agir. Maintenant, 10 ans, ça semble beaucoup, mais en réalité, les 10 ans, c'est pas tellement de temps qu'on a en face de nous. Comme Bernard a aussi expliqué au début, et Karine, la stratégie de Logistique Sino-Wallonie, c'est vraiment de réduire les émissions de CO2 de 55% dans 10 ans. Et c'était un petit peu comique parce que ce matin dans la nouvelle, j'ai aussi lu et relu que la ville d'Anvers a annoncé aussi qu'ils ont les mêmes objectifs. Alors, face à ce défi ambitieux, Logistique Sino-Wallonie accompagne aussi les entreprises de leur secteur via des projets d'innovation, comme aujourd'hui. Le pôle propose également le programme Lean et Green, et à la fin, je reviens dessus aussi. Le LIW, pour le baisse de programme multimodal Wallonia, supporte aussi les entreprises désirant trouver un mode de transport alternatif à la route. Et avec l'objectif qui est devant nous, de réduire les émissions de CO2 avec 55%, on va avoir vraiment besoin. Alors ça, c'est vraiment super, super important. Aujourd'hui, on a eu une super opportunité d'écouter les différentes présentations d'innovation. Les différentes présentations, le CP7, Civela, le H2 Mobilewal, aussi toutes les interventions de Ville de Liège, Multipharma, Rayon 9 et tous les témoignages. C'était vraiment aussi comme l'année passée, peut-être maintenant que c'est digital, un petit peu plus difficile, mais je tiens à cœur que les projets aussi de cette année sont super intéressants, très bien présentés, très clairs et intéressants. Comme conclusion de cette Innovation Pitch, je peux dire que la stratégie de Logistique Sino-Wallonie rejoint vraiment les ambitions du gouvernement wallon et la stratégie régionale de mobilité. L'objectif de réduire avec 55% peut être atteint si nous avons des ambitions. On doit avoir des ambitions et moi je suis le premier pour dire que en Wallonie on doit être encore plus ambitieux pour atteindre les buts dans les 10 ans et pas uniquement pour réduire les 55% pour le CO2, mais aussi pour plein d'autres opportunités qui sont en face de nous. On ne sait pas le faire tout seul, c'est impossible. On doit collaborer. Les objectifs ne peuvent pas être atteints si on ne va pas collaborer ici en Wallonie et en général en Belgique pour atteindre les buts. Compétitivité, nous devons rendre nos entreprises plus compétitives, plus résistantes. Et moi, je suis le premier pour dire qu'en Wallonie, on devient de plus en plus compétitif et on voit aussi que les résultats sont là. Surtout pour le parti de logistique et le transport.
Et pour finir, au point de vue de l'innovation, on doit innover encore plus comme on a déjà fait aujourd'hui. L'innovation est à la portée de toute entreprise. Nous devons faire de la Wallonie un meilleur endroit pour investir et travailler et bien vivre. Encore une grande félicitation aussi à Cédric de Grassou Agnot pour recevoir pour la première fois le deuxième Star Lean and Green. Je trouve que c'est super chouette et on espère avec Logistics et Wallonie encore d'avoir beaucoup d'autres avec nous. Et un super grand merci à Véronique, Caroline, l'équipe de Bernard pour organiser le Innovation Pitch. Et j'espère que cette Innovation Pitch a donné beaucoup d'inspiration à tous les membres de Logistics et Wallonie. Et on se voit dans le prochain Innovation Pitch et j'espère vraiment que c'est pas digital. Merci beaucoup. Merci Sophie pour cette conclusion inspirante et effectivement, on espère très bientôt pouvoir repartager tout ça en physique. Alors oui, bah, effectivement, il faut être ambitieux, hein, donc on a vu dans les sondages que pas mal d'entreprises l'étaient déjà, puisqu'elles s'étaient déjà engagées dans cette voie. On a vu qu'il y en a qui n'étaient pas encore vraiment prêts à le faire. Voilà, on est là pour les accompagner en toute humilité et avec tous les acteurs qui ont été présentés et qui ont participé à la co-construction de cette stratégie. Alors, juste, je clôture avec quelques éléments pratiques. Donc, vous recevrez évidemment les présentations dans la semaine. Il y a des hyperliens qui sont sur toutes les présentations. N'hésitez pas à contacter en direct ou via le pôle ou via tout autre acteur que vous connaissez, les acteurs qui ont présenté pour avoir encore de l'échange par après. La vidéo sera en replay sur le site très bientôt, dans la semaine également. On va analyser toutes les marques d'intérêt et on va s'en servir pour co-construire le programme de 2021 et des autres années. Donc, vos votes n'auront pas été réalisés en vain. Et les questions qui sont restées sans réponse seront évidemment analysées et réorientées vers les acteurs adéquats. Mais donc voilà, laissez-nous juste quelques semaines pour pouvoir faire le suivi de tout l'événement. Et bien voilà, j'ai l'honneur de clôturer ce webinaire logistique et mobilité durable 2030. On se dit rendez-vous de toute façon l'année prochaine par rapport à plein d'exemples encore inspirants et plein de belles choses à venir. À bientôt, bye bye.